Donc, bonjour et bienvenue à tous à notre webinaire d'aujourd'hui, le 5 juin. Donc, comme vous avez pu le voir dans la programmation, c'est un programme double de nos étudiantes qu'on a aujourd'hui. Donc, au niveau du déroulement, c'est un petit peu différent. Donc, chacune de nos deux conférencières ils ont 10 minutes pour présenter, ce qui sera suivi en fait d'une mini-période de questions de 5 minutes sur des petites précisions à apporter. Puis par la suite, après les deux présentations, je vous invite vraiment à interagir là, avec nos conférencières, soit en indiquant vos questions dans le chat qui se trouve en bas de votre fenêtre Zoom, ou alors en levant la main, puis je pourrais à ce moment-là vous accorder le droit de parole pour que vous puissiez interagir là, de vive voix avec nos conférencières. Puis, vous êtes dans une plateforme Zoom et de type webinaire, donc c'est pour ça que votre micro et votre caméra sont par défaut automatiquement désactivés. Donc, vous pouvez me contacter aussi via le chat si jamais quoi que ce soit durant la présentation. Puis, la présentation, comme à l'habitude, va être enregistrée et disponible pour diffusion là, sur notre site web. Donc, je ne prends pas plus de temps aujourd'hui. Donc, j'invite notre première conférencière, Florence Piché, qui est étudiante à la maîtrise en sciences de l'activité physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, sous la co-direction des professeurs Stéphanie Girard et Chantal Plourde. Puis son webinaire aujourd'hui s'intitule « Les effets de l'activité physique sur le traitement de dépendance, état de la littérature ». Donc, je cède la parole, puis bon webinaire à tous et à toutes. Merci, Émilie. Donc, comme Émilie l'a si bien dit, je vais vous parler un peu de l'état de la littérature par rapport aux effets de l'activité physique. Donc, c'est vraiment une revue personnelle que j'ai fait de la littérature en vue de mon prochain projet cet automne, que je vais vous présenter brièvement à la fin de la présentation, ainsi que quelques résultats anticipés. Donc, pour commencer, juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, la définition du DSM-5, dans le fond, les troubles liés aux substances et les troubles addictifs sont une catégorie de diagnostic. Puis sous ça, on a deux sous-diagnostics qui sont les troubles induits par une substance puis les troubles liés à l'usage de substances qui sont vraiment comme la consommation en elle-même. Puis les troubles induits qui sont vraiment les résultats de la consommation, donc qui incluent l'intoxication, le sevrage, puis les troubles mentaux induits. Puis au niveau du trouble lié à l'usage de substances, on a 4 familles de critères diagnostiques, donc autant au niveau de la réduction du contrôle, l'altération au niveau du fonctionnement social, la consommation qui va être risquée, puis 2 critères pharmacologiques. Donc, pour se mettre un peu en contexte, au Canada, on sait qu'il y a plus de 400 personnes qui vont être hospitalisées par jour dues aux méfaits de la drogue et de l'alcool, et de cela, il va y avoir 10 morts par jour. Également, on dépense plus de 38 milliards de dollars par année, autant pour des soins de santé, de perte de productivité, de justice pénale et d'autres. Et ce chiffre est en augmentation de 5 depuis 2007. Si on va un petit peu plus précisément au niveau du Québec, plus de 21,2 des gens de 15 ans et plus qui ont dit avoir eu une consommation abusive d'alcool au cours de leur vie. Pour une consommation de drogue, on était à 17 donc c'est quand même une partie de la population qui est non négligeable. Si on va un peu plus au niveau des hôpitaux, les visites à l'urgence, plus de 55 des hospitalisations en santé mentale vont être des TLS. Il y a plusieurs ressources qui existent autant au niveau public, privé. Moi, ici, on se concentrait un peu plus sur les ressources d'hébergement puisque c'était par rapport à mon projet. On a vraiment peu de données au niveau de ces ressources-là, mais il y a une étude qui avait faite, qui avait regardé un peu les taux d'abandon, puis ça se situait aux alentours de 45 donc plus de la moitié des gens ne terminaient pas le traitement. Donc, ça, on va voir un peu au niveau des conséquences, au niveau des troubles liés à l'usage de substances. Et évidemment, on va venir toucher aux 3 zones, donc autant au niveau psychologique, physique et social. Donc, au niveau psychologique, par exemple, on va avoir une prévalence de troubles psychotiques, de bipolarité, de dépression et d'anxiété. Au niveau physique, une grosse prévalence de douleurs chroniques chez ces gens-là, de maladies cardiovasculaires, d'AVC ou encore de cancer. Puis si on va un peu plus au niveau social, on va avoir évidemment une pression au niveau familial, de l'itinérance, des comportements criminels, ainsi que du chômage. Donc, pourquoi nous est-ce qu'on vient proposer l'activité physique comme traitement complémentaire? En fait, c'est parce que l'activité physique va venir jouer sur ces 3 zones-là. Donc, ici, je vous ai mis quelques exemples des effets de l'activité physique. On ne les passera pas tous un par un, mais c'est juste pour vous montrer que dans la population générale, si on pratique l'activité physique, on a
un gros pourcentage de chances de bénéficier de ces effets-là. Si on va voir un peu plus les traitements, les études qui ont fait les traitements en activité physique pour les personnes en TLS, mais on peut voir que les résultats préliminaires nous disent qu'on va avoir une amélioration de l'humeur, ainsi qu'une amélioration de la qualité de vie, puis une impression d'être plus en contrôle de leur corps. Et il y a également une méta-analyse qui a été faite sur l'activité physique par rapport aux symptômes vraiment spécifiques des TLS. Puis, ce qui est ressorti un peu, c'était qu'on vient augmenter le taux d'abstinence, diminuer l'anxiété et la dépression, ainsi que les symptômes de sevrage. Donc, cette image-là, c'est un peu pour vous montrer en fait que ces effets-là, tous ces effets-là peuvent être bénéficiés par cette population-là. Évidemment, il y a des effets négatifs à l'activité physique. Par exemple, il y a toujours un risque de blessure plus élevé. Si tu vas prendre une marche dehors, tu peux te fouler la cheville. Mais ce que les études disent, c'est que les effets positifs sont tellement plus grands, donc ils vont de loin compenser le peu de risque des effets négatifs. Donc, je voulais juste sortir quelques exemples d'interventions en activité physique. Là, ce n'est pas tous les exemples, mais je voulais attirer votre attention sur la population. Donc, ce qui est dur pour les interventions, c'est que les populations sont souvent très différentes. Donc, autant au niveau du sexe, mais également au niveau du diagnostic. Donc, on a des traitements qui vont se faire uniquement avec un trouble, donc par exemple avec l'héroïne ou encore tous les troubles ensemble. Également, les traitements qui vont être plus en détoxification, donc vraiment au niveau hospitalier, alors qu'il y en a d'autres qui vont être plus sur le long terme. Également, la durée. Donc, on a des durées qui sont extrêmement variables. Donc, ça peut aller de 2 semaines à 6 mois. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, l'intervention en activité physique peut être changée. Au niveau des pays, donc, on peut voir qu'on n'a pas beaucoup en Amérique du Nord. Puis, les interventions sont très différentes, comme par exemple le Qigong, qui est vraiment plus au niveau de l'Asie, qui est très culturel. Je ne sais pas à quel point on pourrait amener cette intervention-là ici. Sinon, les interventions étaient quand même différentes, là, autant au niveau de l'intensité qui variait, faible, modéré, élevé, puis les traitements aussi qui étaient différents. Donc, c'est quand même difficile de venir faire comme un portrait global de toutes ces interventions-là, tellement elles sont différentes. Donc, qu'est-ce que nous dit la littérature, en fait? C'est qu'à notre connaissance, on n'a pas d'études au Canada et au Québec qui a regardé l'activité physique pendant un traitement pour la dépendance. Ce qui est sorti un peu d'une étude, c'était qu'il y avait 50% des personnes en traitement qui étaient inactives, donc qui ne bougeaient pas du tout, mais pourtant qu'il y avait 95% d'intérêt à faire de l'activité physique spécialisée en TLS. Donc, l'intérêt est là. Mais dans les études qui ont fait des programmes en activité physique, on voit que l'engouement n'est pas durable. Dans le fond, de 18 à 48% des gens arrêtaient l'activité physique. Donc, moi, ma question, c'est un peu de comprendre qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, alors qu'on avait un engouement aussi fort. Alors, qu'est-ce qui les faisait arrêter? Pourquoi? Donc, c'est ça que mon projet voulait un peu aller regarder. On veut mieux comprendre les perceptions des personnes qui ont un TLS, vraiment en ressources d'hébergement, en regard d'un traitement qui va être complémentaire en activité physique. Évidemment, le traitement principal reste toujours, dans mon cas, c'était le TCC. Donc, on vient vraiment ajouter un complément avec l'activité physique. Donc, comment on voulait voir ça? En fait, on voulait entraîner pendant 5 semaines, 3 fois par semaine pendant 1 heure avec des activités diverses, puis à la suite de ces séances-là, de passer des entrevues individuelles pour vraiment les questionner sur les perceptions de ces gens-là. Donc, quelques résultats anticipés. Donc, comment ça se fait que j'ai des résultats anticipés? En fait, c'est que j'ai travaillé pendant 1 an à titre de kinésiologue dans un centre, dans une ressource d'hébergement. Puis, veut pas en entraînant, bien, les gens, ils vont se confier, ils vont venir dire un peu ce qu'ils pensent de l'activité physique. Puis, je trouvais ça intéressant de vous les montrer aujourd'hui pour donner une petite idée un peu de ce qu'on pourrait avoir dans les entrevues par la suite. Donc, moi, c'est le fait que tu sois bénévole et que tu aimes ce que tu fais, ça paraît. Donc, évidemment, on réinvente pas la roue. N'importe qui est passionné, qui aime ce qu'il fait, ça paraît, puis ça se transmet vers les participants. Ça fait du bien, on se sent bien après. Donc, vraiment, les gens se sentaient mieux après avoir fait cette séance-là. Je me sens étirée au max, on se sent plus léger. Donc, des effets vraiment physiques que les gens ressentaient. Tu peux venir tous les jours, à refaire plus souvent. Donc, moi, je venais 1 fois par semaine. Donc, ça va être intéressant de voir le 3 fois par semaine, qu'est-ce qui vient ressortir de ça. Ça élimine les toxines de mon corps. Ça, je l'ai eu énormément.
C'est une mauvaise conception. En fait, on n'élimine pas de toxines de notre corps quand on fait de l'activité physique, mais je trouvais que c'était une belle image de dire que les gens ressentaient quand ils suent, quand ils ont chaud, quand ils dépensent de l'énergie, bien, ils ont l'impression de sortir un peu le méchant qu'ils ont en dedans d'eux. Là. Puis j'ai même entendu les toxines de drogue. Là. Donc, il y avait vraiment une métaphore, je pense, à faire avec ça. Je me sens plus impliquée dans le traitement. Ça, c'était vraiment le traitement en général. Donc, la personne, en ayant d'autres activités qui n'étaient pas celles thérapeutiques, se sentait vraiment plus impliquée dans le traitement au complet, donc en globalité. Quand j'ai fini l'entraînement, j'ai pas envie d'aller fumer. Puis on parlait de la cigarette. On me l'a dit souvent aussi. Là, les gens, en tout cas, de ce que j'avais compris, c'est qu'ils se sentent un peu plus sains, ils ont l'impression d'avoir travaillé, puis ils se sentent bien, fait qu'ils n'ont pas nécessairement envie d'aller reconsommer tout de suite après la séance. Je suis hyperactive, puis ça m'aide à rester calme. On sait qu'il y a une proportion de gens qui vont venir consommer, qui vont venir s'auto-traiter, dans le fond, avec des substances psychoactives. Donc, quand on enlève ça, des fois, le trouble est toujours là. Donc, l'activité physique a énormément d'impact sur le TDAH, l'hyperactivité, la dépression, l'anxiété. Donc, ça peut venir aider à pallier ce trouble-là suite à ce que la médication soit ajustée ou quoi que ce soit. Puis, pour terminer, ça me donne le petit coup de pouce que j'ai besoin pour m'entraîner. Donc, comme tout le monde, on n'est pas toujours motivé à aller faire du sport une journée, mais le fait qu'il y ait quelqu'un qui est là, qui vient me dire comme est-ce que tu viens t'entraîner, je suis là pour ça, bien, ça aide toujours. Donc, merci. Si vous voulez me rejoindre, je vous laisse mon adresse Hotmail, UQTR, puis je vous laisse mes références si vous avez besoin. Merci. Parfait, merci. Donc, évidemment, le PowerPoint va être rendu disponible sur le site web. Donc, vous allez pouvoir consulter la documentation là, que Florence a mis à la fin de son PowerPoint. Donc, comme je te disais au début, je peux prendre les petites questions de précision courtes. Puis, s'il n'y en a pas, on va passer à la présentation de Myriam. Puis, par la suite, vraiment, je vous invite à discuter plus amplement à la fin de la présentation avec nos deux conférencières. Là. Donc, je vais introduire Myriam juste en attendant de voir si vous avez des questions. Pour le moment, je pense que c'était très clair. Donc, Myriam Beaulieu, notre deuxième conférencière, est étudiante au doctorat en psychoéducation, pardon. Excusez-moi, je reprends ma publicité. Donc, en orientation en recherche à l'UQTR, sous la co-direction des professeurs Joël Tremblay et Karine Bertrand. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. J'invite Myriam à partager ton PowerPoint, puis je te laisse présenter. Voilà. Donc, bonjour. Merci d'être là ce matin. Je suis très contente de pouvoir vous parler de mes travaux. Donc, moi, dans le cadre de mon doctorat, je m'intéresse plus particulièrement à la notion de trajectoire de rétablissement des personnes qui ont un trouble persistant d'usage de substances. Et ce que je vous propose de faire ce matin, c'est de vous présenter un des volets de ma thèse qui est l'aménagement des services spécialisés en dépendance pour mieux répondre aux besoins de ces personnes-là. Donc, je propose de vous présenter la problématique, rapidement la méthode et je terminerai par les résultats attendus. Donc, on reconnaît généralement dans la littérature qu'il y a deux grands types de profils de troubles d'usage de substances. Donc, un premier type qui correspond à des gens pour qui le problème est transitoire. Donc, des gens pour qui le problème va se résoudre assez rapidement dans le temps à la suite d'un court épisode de traitement ou même sans traitement du tout. Donc, vraiment, dans leur vie, le problème va être transitoire, ponctuel. On a un deuxième type qu'on va appeler persistant, des gens qui vont avoir parfois aussi, qu'on retrouve dans la littérature, le profil chronique. Donc, des gens pour qui le trouble va s'étirer sur plusieurs années, donc une trajectoire qui va être ponctuée par plusieurs épisodes de traitement, des périodes d'abstinence plus ou moins longues, des rechutes avec un retour à une consommation modérée ou problématique. Ce qui distingue les gens qui ont un profil persistant par rapport à celles qui ont un profil transitoire, c'est le fait qu'ils vont présenter une beaucoup plus grande sévérité clinique. Donc, on parle en termes de quantité consommée, de fréquence, mais aussi de différentes substances, dont la drogue par injection ou même de polydépendance.
C'est des gens qui vont présenter également une plus grande complexité, donc des problèmes qui vont s'accompagner de concomitance avec la santé mentale ou des problèmes judiciaires. C'est des gens qui vont présenter une plus grande vulnérabilité, donc vont accumuler différents facteurs de risque, dont des événements traumatisants dans leur vie, des expériences d'abus, des expériences de violence. Et enfin, c'est des gens qui vont présenter un capital de rétablissement plus faible, donc ils vont disposer de moins de ressources tant au niveau personnel qu'environnemental pour se rétablir. Actuellement, dans les services qu'on offre aux personnes, à l'ensemble des personnes qui ont un trouble persistant, généralement, les services vont être à court terme. Donc, on recense l'ensemble des services qui s'offrent. Par exemple, au Québec, on va voir que maximum, ça dure environ 6 mois. Ce qui va convenir davantage aux personnes qui ont un profil transitoire. Par contre, on a un large consensus de chercheurs qui recommandent que les gens qui ont un profil persistant devraient recevoir des services à long terme. On sait que généralement, la durée des services est associée à des meilleurs résultats par rapport à la diminution de l'usage de substances, mais aussi de d'autres facteurs comme les taux de réadmission post-traitement, les taux d'inemployabilité ou les taux d'activité criminelle. On a aussi les résultats d'une méta-analyse qui portait sur l'efficacité des traitements à long terme, donc des traitements de plus de 18 mois, minimum 18 mois, qui regroupent 13 études. Donc, des études au total, là, ça nous donne un grand total de participants de 3 598 participants. Et les résultats nous indiquent que les gens qui ont reçu un traitement au long cours, donc un traitement de 18 mois et plus, avaient 24% plus de chances d'être soit abstinentes, soit de consommer de façon modérée que s'ils avaient reçu un traitement plus court, dit habituel. Mais au-delà de la dimension de la durée, ce qu'on doit aussi considérer quand on pense à offrir des services à des gens qui ont un trouble persistant, c'est deux autres dimensions. Donc, la dimension de l'intensité et la dimension de la complexité. Donc, pour ce qui est de l'intensité, l'offre de service doit considérer le fait que les gens qui ont un trouble persistant, on l'a dit tout à l'heure, ont différentes périodes dans leur vie ou des périodes où ça se passe bien. Donc, pendant un bon moment, là, ils n'auront pas forcément besoin de beaucoup de services, alors qu'il y a d'autres périodes où là, il y a une rechute, ils glissent et tout d'un coup, là, ils ont un besoin accru. Et c'est à ce moment-là que les services devraient être en mesure de se moduler selon ces changements-là dans leur vie. L'autre élément à prendre en compte, c'est la complexité, donc la dimension, la complexité qui, oui, va considérer le fait qu'il y a une accumulation de problèmes, mais aussi le fait que les problèmes vont interagir là, ensemble. Donc, les services qui sont offerts doivent considérer cet aspect-là. Actuellement, il y a différents modèles de services, quelques modèles de services alternatifs en dépendance, mais malheureusement ne prennent pas en compte l'ensemble de ces trois dimensions-là. Et l'autre élément qu'on doit repenser aussi quand on pense à l'organisation des services, c'est les paradigmes qui sont sous-jacents. Donc, avec quelle vision là, on va offrir nos services? Donc, à ce moment-là, on parle d'adopter une vision globale de la personne, de sa situation, d'offrir des services qui sont davantage individualisés ou d'adopter une approche qui est centrée sur les forces plutôt que sur le problème. Mais encore là, il n'y a pas de consensus clair sur la façon dont ces éléments-là devraient être opérationnalisés au niveau de l'organisation et des stratégies cliniques à mettre en place. Donc, les gestionnaires et les cliniciens qui travaillent auprès des gens qui ont ce profil-là, bien, se questionnent sur la façon de calculer la charge de travail que ça représenterait ce suivi-là. Le niveau de proactivité là, à investir dans l'évaluation, le suivi en continu, à quel moment on doit fermer le dossier. Donc, toutes des questions auxquelles on aimerait pouvoir répondre. Ce qui nous amène à l'objectif du projet, qui est de cibler les aménagements concrets au niveau de l'organisation des services et aux stratégies cliniques à mettre en place. Donc, tout ça pour mieux desservir les personnes qui ont un profil persistant. Donc, pour répondre à notre objectif, on a choisi d'adopter une démarche de consultation de type Delphi. Donc, la méthode Delphi,
c'est une démarche qui vise la transformation de différentes opinions en un consensus. On dit que c'est une démarche itérative parce que chaque ronde est suivie d'une analyse et d'une rétroaction qui va guider la ronde suivante. Et généralement, pour atteindre un consensus, on a besoin de 3 à 4 rondes de consultation. Donc, les avantages d'adopter la méthode Delphi, c'est d'être en mesure de collecter une très grande quantité d'informations auprès d'un panel varié, diversifié, donc composé de personnes qui ont différents bagages, différentes expériences. Ça donne aussi l'occasion aux participants de contribuer au développement d'un projet, donc de favoriser par la suite là, un climat qui facilite le changement. Donc, on a ici l'image des différentes étapes de notre démarche de consultation. Donc, on voit d'abord que c'est une démarche qui va se décliner dans 7 centres de réadaptation au Québec. Donc, on a fait un effort pour essayer d'aller chercher des centres qui avaient différents contextes, donc des contextes un peu plus urbains, d'autres semi-urbains et même ruraux. Et chaque centre de réadaptation est représenté par 1 à 2 groupes composés de gestionnaires et de cliniciens. Donc, dans un premier temps, ce qu'on propose, c'est de s'asseoir et de faire une première démarche, un premier grand brainstorm, de ressortir les idées d'aménagement au niveau organisationnel et clinique. Et les consensus qui vont émerger de ces discussions-là vont nous servir à bâtir un questionnaire. Donc, on va faire passer à l'ensemble des participants de notre démarche. On va leur demander de quantifier la faisabilité et la pertinence de chaque proposition. Et dans un troisième temps, on revient en discussion de groupe où on va examiner les résultats qui sont ressortis du questionnaire pour essayer d'établir par la suite qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce qui s'adapte au contexte, aux besoins aussi de chaque milieu. Donc, ça nous amène aux résultats attendus. Donc, c'est d'établir des recommandations en termes d'aménagement organisationnel et clinique à mettre en place pour mieux desservir les personnes qui présentent un profil persistant. Donc, on souhaite que ces recommandations-là soient concrètes, réalistes, contextualisées et acceptables pour les partenaires impliqués et d'être en mesure de dégager parmi ces recommandations-là celles qui devraient être implantées de façon prioritaire. Donc, on aimerait que chaque centre, finalement, participant reparte avec un genre de plan de match à la suite de ce projet-là pour qu'ils puissent savoir de quelle façon organiser la suite. Donc, voilà. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Myriam. Très bonne présentation. Donc, comme je te disais au début, je vous invite vraiment dans le bas de votre fenêtre Zoom, là, vous avez l'option chat, puis vous allez aussi lever la main pour discuter avec nos conférencières. Donc, je vous invite maintenant à poser vos questions, commentaires, suggestions. Puis moi, j'avais une première question pour Florence. Puis vous pouvez mélanger les questions, que ce soit pour Florence ou pour Myriam. Les sujets sont assez distincts, donc je peux m'assurer que les personnes concernées vont se reconnaître. Donc, pour Florence, j'avais une première question au niveau... dans le fond, tu nous as montré un petit peu ce que tu pensais faire, de recruter des gens. Je pense que tu vas être là aux 2 jours dans les centres. Je me demandais concrètement, tu pensais recruter des gens comment? Est-ce que tu vas avoir une proportion à peu près égale d'hommes, de femmes au niveau de l'âge? Donc, si tu peux nous dire un peu plus au niveau de ton processus que tu pensais mettre en place. Oui. Mais dans le fond, c'est ça, ça serait à la même ressource où je suis déjà implantée en ce moment comme Kin. Donc, évidemment, ça serait volontaire. Donc, on prend juste les gens qui ont envie. On ne peut pas, pas malheureusement, mais on ne peut pas les forcer à faire de l'activité physique. Donc, ça serait 3 fois par semaine. Malheureusement, ce centre-là a une proportion et un pourcentage de femmes qui est vraiment petit. Donc, je ne pense pas être capable d'avoir moitié-moitié, malheureusement. Puis moi, ce que je voulais faire un peu, c'était de prendre tous ceux qui voulaient. Puis de ce que j'ai vu depuis 1 an, ça tournerait environ autour de 20 personnes qui viennent par séance, là. Fait que c'est ça. OK, parfait. Puis tu pensais faire des entrevues avec eux? Tu pensais regarder quoi au niveau, évidemment, leur activité physique et l'impact sur la consommation? Mais y a-t-il des choses que tu voudrais explorer, j'imagine, en termes de trajectoire ou je sais pas, là, je te pose la question. Oui.
Ben, dans le fond, c'est sûr qu'on voudrait voir les gens qui ont fait le programme au complet, donc à peu près 80% de l'intervention, puis ceux qui ont arrêté plus tôt, fait que de voir un peu pourquoi ils ont arrêté. C'est sûr qu'il y a des mesures de motivation qui vont être prises aussi à chaque séance. Également pour les gens qui ne sont pas venus puis qui reviennent, donc qu'est-ce qui les a amenés à revenir, qu'est-ce qui les a empêchés de venir la dernière fois. Donc, vraiment au niveau motivationnel, d'avoir une vue un peu plus complète. Puis au niveau des entrevues, c'est vraiment une question de perception, donc de voir comment eux ils ont trouvé ça, c'est quoi les effets qu'ils ont perçus, comment ils ont vu psychologiquement ça les a aidés, comment est-ce que le groupe ça a fonctionné, est-ce qu'ils ont aimé ça que ce soit une kin, que ce soit quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc, vraiment d'aller explorer le plus large possible pour ensuite avoir vraiment quelque chose de concret à la suite. Ouais. OK, parfait. Puis je vais continuer avec la question dans le chat parce que c'est pour Florence aussi. Puis ensuite, je vais accorder la parole à Gaëlle parce que je me doute bien que c'est pour Myriam. Donc, pour Florence, on nous demande une intervenante qui est en dépendance. Puis en centre, on sait que les âgés présentent différents degrés de sevrage. Donc, elle nous demande en fait quel genre d'entraînement avais-tu mis en place versus le sevrage? Oui, bien c'est sûr que dans le centre où j'étais, la phase de sevrage était plus en phase 1. Donc, ça, je ne pouvais pas y toucher pendant ma maîtrise. Éventuellement, ça pourrait être un projet à développer parce qu'il y a vraiment peu de littérature sur vraiment la phase en sevrage, mais je pense que ça pourrait être super intéressant d'aller voir les effets. Puis évidemment, ils vont être différents parce que les symptômes physiques sont beaucoup plus importants dans ces moments-là. Donc, de voir la différence, mais malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question super intéressante. Parfait, merci. Donc, je vais accorder la parole à Gaëlle. Tout d'abord, merci beaucoup pour chacune de vos présentations excellentes et fort, fort intéressantes. J'ai une question tout d'abord pour Myriam. Alors, dans la méta-analyse que tu as conduite, tu observes que le fait d'être plus longtemps en traitement chez ces gens-là, il y en a 25% de plus qui vont bien. C'est quand même pas rien, c'est quand même beaucoup. Comment expliques-tu que les gens qu'ils vont mieux, justement, que ces gens-là aillent mieux en étant plus longtemps dans les traitements? C'est quoi les explications sous-jacentes qui nous aident à comprendre là, ce résultat positif? Merci, Joël, pour la question. En fait, il y a probablement plusieurs explications qu'on pourrait prendre en compte. Donc, une de celles-là, c'est la façon dont les traitements étaient faits. Donc, c'est des traitements, justement, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, c'est des traitements qui prennent en compte la dimension là, changeante des cycles de changement là, que les gens peuvent vivre. Donc, du fait que d'être en mesure de s'adapter à cette variabilité-là, donc d'être en mesure d'offrir une augmentation de l'intensité des rencontres quand les gens vont moins bien et d'assurer un suivi en continu, même quand les gens vont bien. Donc, ça, je pense que c'est un des éléments là, qui favorise cet aspect-là. L'autre élément, c'est le fait qu'il y avait certains modèles là, qui offraient des modèles résidentiels, donc, et beaucoup utilisaient là, aussi l'intervention par les pairs. Donc, ça, je pense que c'est une composante intéressante aussi là, à aller chercher à ce niveau-là. Il y avait même un traitement qui était juste basé là, sur l'utilisation des groupes A-NA. Donc, ça assure un suivi en continu, ça assure une certaine forme de présence, un soutien. Donc, je pense que ça, c'est un autre élément clé aussi. Mais il y en a probablement d'autres à prendre en considération. Mais tout à fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, il y a sûrement l'élément aussi que quand ces gens-là, on cesse le suivi, on est moins sûr qu'ils se mettent à aller bien. Si le problème est au long cours, il faut, un peu comme un diabétique, pas parce que quelqu'un, son problème n'est pas réglé, on n'arrête pas justement les traitements, on continue l'accompagnement. Il faut qu'il y ait quelque chose dans cette idée-là d'être présent tout au long de la présence de la problématique. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.
Avais-tu d'autres questions, Émilie, qui étaient sur le portail? Ou... Non, j'avais pas d'autres questions pour le moment sur le portail, mais moi, j'en avais une pour toi, Myriam. Tu disais que tu vas interroger plusieurs personnes en CRD de différentes régions. Je me demandais, est-ce que, ultimement, vous pensez avoir un outil global avec des spécificités par région? Ou je me demandais comment vous pensiez construire ça, puis si vous pensez déjà qu'il y a des spécificités. Tu as parlé un peu d'urbain, tout ça, là, mais je me demandais si tu pouvais nous en dire un petit peu plus là-dessus. Donc, ce qu'on souhaite avec ce projet-là, c'est effectivement d'être en mesure d'avoir quand même un portrait. Donc, on a choisi d'utiliser une démarche qui nous permet d'avoir un consensus. Donc, on aimerait quand même avoir quelque chose de global, mais on souhaite quand même que ça soit contextualisé en fonction des besoins de chaque centre de réadaptation. Donc, d'où l'importance d'aller re-questionner cet élément-là dans le dernier temps de discussion pour aller ressortir les spécificités, les besoins aussi particuliers, puis la façon dont ces éléments-là peuvent s'adapter ou non en fonction des contextes, parce que jusqu'à maintenant, c'est vraiment ça qui ressort, c'est que même dans un même centre de réadaptation, il y a des intervenants qui ont à conjuguer différents contextes, donc des centres vraiment plus éloignés. Puis ça amène aussi des contextes d'intervention qui sont très, très différents. Là. Donc, c'est certain que ça va être pris en compte là, dans la façon de... Je vois qu'il y a peut-être une autre question, mais ça va être pris en compte effectivement dans la façon dont la présentation des résultats seront remis là, à chaque partie. Et puis moi, je vais me déconnecter, puis tu me débrancheras, Émilie, mais je voulais juste féliciter Florence pour son projet parce que ça fait des années que je me dis, mon Dieu, l'exercice physique, c'est une composante majeure de l'intervention qu'on ne fait pas. Et il y a là des gains incroyables qu'on pourrait aller chercher via quelque chose de différent. Là. Bravo. Je pense que c'est un créneau de recherche qui n'est pas assez développé, qu'on devrait beaucoup plus développer, puis ça devrait être une intervention, de façon à justifier une intervention plus systématique dans nos centres en incluant ce volet-là. Fait que bravo pour tous tes travaux. Merci, puis vous en faites pas, je m'en vais là-dedans, on n'a pas fini. Là. Ouais, je suis très content d'entendre ça. Merci beaucoup. Merci. Donc oui, effectivement, il y a une autre question de Valérie pour Myriam. Donc, tu la vois, peut-être la regarder aussi, parce que c'est un petit peu long. Donc, elle est agente de relations humaines à RH en CRD. Donc, souvent, on voit qu'il y a des usagers avec des petits persistants qui peuvent difficilement fonctionner en groupe. Mais dans les mises à jour de la programmation de nos gestionnaires, nous questionnons à quel point ces éléments sont pris en compte. Donc, ça, c'est une première question. Puis, selon la réponse, qu'il y a des pistes de solutions pour faire réaliser ces aspects-là à le gestionnaire, dans le fond, selon leur expertise, de faire remonter plus haut, là, finalement. Là. C'est une bonne question. Je dirais que d'abord, c'est d'y aller à partir des besoins. Je pense que de façon générale, les personnes qui ont un profil persistant, on devrait s'allier vraiment plus à leurs besoins individuels. Ça, c'est vraiment, je pense, une des méthodes gagnantes. Et puis, à ce moment-là, peut-être que certaines de ces personnes-là peuvent fonctionner en groupe, peut-être d'autres non. Donc, essayer d'aller voir pour quelles raisons ils ne fonctionnent pas en groupe, essayer d'expliquer les raisons sous-jacentes à ça. Puis, c'est sûr que oui, il y a l'aspect de la modalité de groupe, mais c'est aussi, ça prend en compte aussi tout le reste, là, comme on le disait, là, de prendre en compte la complexité des besoins. Peut-être que la solution, ce sera peut-être de faire des groupes juste spécifiques de personnes qui ont ces trajectoires-là. Donc, de réfléchir à vraiment de façon plus large que juste la façon dont on interagit, mais vraiment de regarder en dessous de ces interventions-là de quelle façon on va organiser les services. Je ne sais pas si ça répond à la question de Valérie. Oui, puis peut-être un petit mot sur des pistes de solutions qui pourraient remonter vers les gestionnaires. C'est un peu ce que je disais, donc d'aller voir de quelle façon, donc déjà quels sont les besoins spécifiques de ces personnes-là. Donc, comme on le disait, c'est
c'était vraiment de s'allier plus à l'individualisation des services. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'un groupe plus spécifique pour les personnes qui ont un trouble persistant pourrait convenir, peut-être que non. Donc, de réfléchir à ces aspects-là, de réfléchir à la question là, de réfléchir à ce qu'il y a sous les services, donc de réfléchir de façon plus globale finalement. Parfait, merci. Donc, je laisserai encore un petit peu de temps. Je vais juste vous dire aussi, je mets dans le chat un court questionnaire là, pour vous donner, si vous voulez donner des commentaires là, sur notre édition spéciale du CRI Pandémie. Puis aussi, si vous avez des feedbacks pour nos conférencières, on aime toujours ça vous entendre là-dessus. Fait que je le mets à l'instant dans le chat si vous voulez nous donner votre rétroaction. Puis, je laisserai un dernier petit mot à chacune des deux conférencières. Peut-être des petites choses que vous avez pensé, que vous n'avez pas dit, faute de temps que vous voudriez donner. Puis, je vais donner une belle fin de journée à tout le monde par la suite s'il n'y a pas d'autres questions entre-temps. Donc, je te laisserai aller, Myriam, vu que tu as déjà la parole. Un dernier petit mot, précision que tu aimerais ajouter? Précision, bien, jusqu'à maintenant, les rencontres que j'ai faites avec les personnes qui avaient ce profil-là, donc, laisse entrevoir là, que malgré le fait qu'elles reviennent fréquemment dans les services, qu'il y a beaucoup d'espoir là, pour ces personnes-là. Donc, ça, je pense que c'est un élément qu'on doit garder en tête. Et donc, puis de bâtir à partir de leurs forces, de leurs ressources, de réfléchir à quelle façon on peut mieux aménager nos services en fonction de ces forces-là, de ces ressources-là. Donc, d'améliorer un peu les cibles de rétablissement qu'on pourrait avoir pour elles. Oui, parfait. De vraiment utiliser ces caractéristiques-là comme levier par la suite. Là. Parfait, merci. Florence? Je pense que ça faisait le tour. Là. Évidemment, j'encourage et je promouvois l'activité physique dans les centres, les ressources d'hébergement. J'encourage fortement les gens à promouvoir ça puis à encourager les usagers qui ont le goût de les pousser un peu pour qu'ils en fassent plus. Parfait. Bien, merci beaucoup à vous deux. Je vois qu'il n'y a pas davantage de questions. Je remercie aussi les 36 participants qui se sont joints à nous aujourd'hui. Merci pour votre présence. Donc, je souhaite une belle fin de journée à tous. Puis, nos prochains webinaires là, du CRI Pandémie sont les 16 et 17 juin. Donc, si vous êtes intéressés, on va vous attendre. Donc, bonne journée à tous. Puis, à bientôt.